Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Splendeur et misère des courtisanes d'Honoré de Balzac. Et je vais poursuivre cette lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Il ne faut pas demander si l'hôtel du duc de Grandlieu, l'un des plus beaux de la rue Saint-Dominique, exerçait 1000 prestiges sur l'esprit de Lucien. Toutes les fois que la porte immense tournait sur ses gonds pour laisser entrer son cabriolet, il éprouvait cette satisfaction de vanité dont a parlé Mirabeau. Quoique mon père ait été simple pharmacien à L'Houmeau, j'entre pourtant là. Telle était sa pensée. Aussi eût-il commis bien d'autres crimes que ceux de son alliance avec un faussaire pour conserver le droit de monter les quelques marches du perron. Pour s'entendre annoncer « Monsieur de Rubempré » dans le grand salon à la Louis XIV, fait du temps de Louis XIV sur le modèle de ceux de Versailles, où se trouvait cette société d'élite, la crème de Paris, nommée alors le Petit Château. La noble portugaise, une des femmes qui aimait le moins à sortir de chez elle, était la plupart du temps entourée de ses voisins des Chaulieu, les Navarins, les Lenoncourt. Souvent la jolie baronne de Macumer, née Chaulieu, la duchesse de Maufrigneuse, madame d'Espard, madame de Caen, mademoiselle des Touches, alliées aux grands lieux qui sont de Bretagne, se trouvaient en visite, allant au bal ou revenant de l'opéra. Le vicomte de Grandlieu, le duc de Rhétoré, le marquis de Chaulieu, qui devait être un jour duc de Lenoncourt-Chaulieu, sa femme Madeleine de Morsauf, petite fille du duc de Lenoncourt, le marquis d'Ajuda-Pinto, le prince de Blamont-Chauvry, le marquis de Beauséant, le vidame de Pamiers, les Vandenesse, le vieux prince de Cadiguan, et son fils. Le duc de Maufrigneuse étaient les habitués de ce salon grandiose où l'on respirait l'air de la cour, où les manières, le ton, l'esprit l'harmonisaient à la noblesse des maîtres dont la grande tenue aristocratique avait fini par faire oublier leur servage napoléonien. La vieille duchesse d'Uxelles, la mère de la duchesse de Maufrigneuse, était l'oracle de ce salon, où madame de Sérisy n'avait jamais pu se faire admettre, quoique née de Roquerolle. Amenée par madame de Maufrigneuse, qui avait fait agir sa mère en faveur de Lucien, de qui elle avait été folle pendant 2 ans, ce séduisant poète qui maintenait, grâce à l'influence de la grande aumônerie de France et à l'aide de l'archevêque de Paris. Il ne fut admis toutefois qu'après avoir obtenu l'ordonnance qui lui rendit le nom et les armes de la maison de Rubempré. Le duc de Rhétoré, le chevalier d'Espard, quelques autres encore, jaloux de Lucien, indisposés périodiquement contre lui le duc de Grandlieu, en lui racontant les anecdotes prises aux antécédents de Lucien. Mais la dévote duchesse, entourée déjà par les sommités de l'Église et Clotilde de Grandlieu, le soutinrent. Lucien expliqua d'ailleurs ses intimités par son aventure avec la cousine de madame d'Espard, madame de Bargeton, devenue comtesse Châtelet, puis, en sentant la nécessité de se faire adopter par une famille si puissante et poussé par son conseil intime à séduire Clotilde, Lucien eut le courage des parvenus. Il vint là 5 jours sur les 7 de la semaine. Il avala gracieusement les couleuvres de l'envie. Il soutint les regards impertinents. Il répondit spirituellement aux railleries. Son assiduité, le charme de ses manières, sa complaisance finirent par neutraliser les scrupules et par amoindrir les obstacles. Toujours au mieux chez la duchesse de Maufrigneuse, dont les lettres brûlantes, écrites pendant le cours de sa passion, étaient gardées par Carlos Herrera, l'idole de madame de Sérisy. Bien vu chez mademoiselle de Touches, Lucien, content d'être admis dans ces 3 maisons, apprit de son espagnol à mettre la plus grande réserve dans ses relations. On ne peut pas se dévouer à plusieurs maisons à la fois, lui disait son conseiller intime. Qui va partout ne trouve d'intérêt vif nulle part.
Les grands ne protègent que ceux qui rivalisent avec leurs meubles, ceux qu'ils voient tous les jours, et qui savent leur devenir quelque chose de nécessaire, comme le divan sur lequel on s'assied. Habitué à regarder le salon des grands lieux, comme son champ de bataille, Lucien réservait son esprit, ses bons mots, ses nouvelles et ses grâces de courtisan, pour le bien qu'il y passait le soir. Insinuant, caressant, prévenu par Clotilde des écueils à éviter, il flattait les petites passions de monsieur de Grandlieu. Après avoir commencé par envier le bonheur de la duchesse de Maufrigneuse, Clotilde devint éperdument amoureuse de Lucien. En apercevant tous les avantages d'une pareille alliance, Lucien joua son rôle d'amoureux comme l'eût joué Armand, le dernier jeune premier de la comédie française. Il écrivait à Clotilde des lettres qui, certes, étaient des chefs-d'œuvre littéraires du premier ordre, et Clotilde y répondait en luttant de génie dans l'expression de cet amour furieux sur le papier, car elle ne pouvait aimer que de cette façon. Lucien allait à la messe de saint Thomas d'Aquin, tous les dimanches. Il se donnait pour fervent catholique et il se livrait à des prédications monarchiques et religieuses qui faisaient merveille. Il écrivait d'ailleurs dans les journaux dévoués à la congrégation des articles excessivement remarquables, sans vouloir en recevoir aucun prix, sans y mettre d'autre signature qu'un L. Il fit des brochures politiques, demandées ou par le roi Charles V ou par la grande aumônerie, sans exiger la moindre récompense. Le roi, disait-il, a déjà tant fait pour moi que je lui dois mon sang. Aussi, depuis quelques jours, était-il question d'attacher Lucien au cabinet du Premier ministre en qualité de secrétaire particulier. Mais Madame d'Espard mit tant de gens en campagne contre Lucien que le maître Jacques de Charles V hésitait à prendre cette résolution. Non seulement la position de Lucien n'était pas assez nette, et ces mots, de quoi vit-il, que chacun avait sur les lèvres à mesure qu'il s'élevait, demandait une réponse. Mais encore la curiosité bienveillante, comme la curiosité malicieuse, allait d'investigation en investigation, et trouvait plus d'un défaut à la cuirasse de cet ambitieux. Clotilde de Grandlieu servait à son père et à sa mère d'espions innocents. Quelques jours auparavant, elle avait pris Lucien pour causer dans l'embrasure d'une fenêtre et l'instruire des objections de la famille. « Ayez une terre d'1 million, et vous aurez ma main. » Telle a été la réponse de ma mère, avait dit Clotilde. « Ils te demanderont plus tard d'où provient ton argent, » avait dit Carlos à Lucien, quand Lucien lui rapporta ce prétendu dernier mot. « Mon beau-frère doit avoir fait fortune, » avait fait observer Lucien. « Nous aurons en lui un éditeur responsable. » Il ne manque donc plus que le million, s'était écrié Carlos, j'y songerai. Pour bien expliquer la position de Lucien à l'hôtel de Grandlieu, jamais il n'y avait dîné. Ni Clotilde, ni la duchesse d'Uxelles, ni madame de Maufrigneuse, qui resta toujours excellente pour Lucien, ne purent obtenir de Vieux-Duc cette faveur tant le gentilhomme conservait la défiance sur celui qu'il appelait le sire de Rubempré. Cette nuance, aperçue par toute la société de ce salon, causait de vives blessures à l'amour-propre de Lucien, qui s'y sentait seulement toléré. Le monde a le droit d'être exigeant, il est si souvent trompé. Faire figure à Paris sans avoir une fortune connue, sans une industrie avouée, est une position que nul artifice ne peut rendre pendant longtemps soutenable. Aussi, Lucien, en s'élevant, donnait-il une force excessive à cette objection. De quoi vit-il ? Il avait été forcé de dire chez madame de Sérisy, à laquelle il devait l'appui du procureur général Granville et d'un ministre d'État. Le comte Octave de Bauvan, présidant une cour souveraine, je m'endette horriblement. En entrant dans la cour de l'hôtel où se trouvait la légitimation de ses vanités, il se disait avec amertume, en pensant à la délibération de Trompe-la-Mort, j'entends tout craquer sous mes pieds. Il aimait Esther, et il voulait mademoiselle de Grandlieu pour femme. Étrange situation. Il fallait vendre l'une pour avoir l'autre. Un seul homme pouvait faire ce trafic sans que l'honneur de Lucien en souffrît. Cet homme était le faux espagnol. Ne devait-il pas être
aussi discrets l'un que l'autre, l'un envers l'autre. On n'a pas dans la vie de pacte de ce genre où chacun est tour à tour dominateur et dominé. Lucien chassa les nuages qui obscurcissaient son front. Il entra gai, radieux dans les salons de l'hôtel de Grandlieu. Une fille de bonne maison. En ce moment, les fenêtres étaient ouvertes, les senteurs du jardin parfumaient le salon. La jardinière qui en occupait le milieu offrait au regard sa pyramide de fleurs. La duchesse, assise dans un coin, sur un sofa, causait avec la duchesse de Chaulieu. Plusieurs femmes composaient un groupe remarquable par diverses attitudes, empreintes des différentes expressions que chacune d'elles donnait à une douleur jouée. Dans le monde, personne ne s'intéressa à un malheur ni à une souffrance. Tout y est parole. Les hommes se promenaient dans le salon ou dans le jardin. Clotilde et Joséphine s'occupaient autour de la table à thé. Le vidame de Pamiers, le duc de Grandlieu, le marquis d'Ajuda Pinto, le duc de Maufrigneuse faisaient leur whist dans un coin. Quand Lucien fut annoncé, il traversa le salon et alla saluer la duchesse, à laquelle il demanda raison de l'affliction peinte sur son visage. Madame de Chaulieu vient de recevoir une affreuse nouvelle. Son gendre, le baron de Macumer, l'ex-duc de Soria, vient de mourir. Le jeune duc de Soria et sa femme, qui étaient allés à Chantepleurs y soigner leur frère, ont décrit ce triste événement. Louise est dans un état navrant. Une femme n'est pas deux fois aimée dans sa vie comme Louise l'était par son mari, dit Madeleine de Morsauf. Ce sera une riche veuve, reprit la vieille duchesse d'Uxelles, en regardant Lucien dont le visage garda son impassibilité. Pauvre Louise, fit madame d'Espard, je la comprends et je la plains. La marquise d'Espard eut l'air songeur d'une femme pleine d'âme et de cœur. Quoique Sabine de Grandlieu n'eût que 10 ans, elle leva sur sa mère un œil intelligent, dont le regard presque moqueur fut réprimé par un coup d'œil de sa mère. C'est ce qui s'appelle bien élever ses enfants. Si ma fille résiste à ce coup-là, dit madame de Chaulieu, de l'air le plus maternel, son avenir m'inquiétera. Louise est très romanesque. Je ne sais pas, dit la vieille duchesse d'Uxelles, de qui nos filles ont pris ce caractère-là. Il est difficile, dit un vieux cardinal, de concilier aujourd'hui le cœur et les convenances. Lucien, qui n'avait pas un mot à dire, alla vers la table à thé faire ses compliments à mesdemoiselles de Grandlieu. Quand le poète fut à quelques pas du groupe de femmes, la marquise d'Espard se pencha pour pouvoir parler à l'oreille de la duchesse de Grandlieu. « Vous croyez donc que ce garçon-là aime beaucoup votre chère Clotilde ?» lui dit-elle. La perfidie de cette interrogation ne peut être comprise qu'après l'esquisse de Clotilde. Cette jeune personne de 27 ans était alors debout. Cette attitude permettait au regard moqueur de la marquise d'Espard d'embrasser la taille sèche et mince de Clotilde, qui ressemblait parfaitement à une asperge. Le corsage de la pauvre fille était si plat qu'il n'admettait pas les ressources coloniales de ce que les modistes appellent des fichus menteurs. Aussi, Clotilde, qui se savait de suffisants avantages dans ce nom, loin de prendre la peine de déguiser ce défaut, le faisait-elle héroïquement ressortir. En se serrant dans ses robes, elle obtenait l'effet du dessin roi des nettes que les sculpteurs du Moyen-Âge ont cherché dans leurs statuettes, dont le profil tranche sur le fond des niches, où ils les ont mises dans les cathédrales. Clotilde avait 5 pieds 4 pouces. S'il est permis de se servir d'une expression familière qui, du moins, a le mérite de bien se faire comprendre, elle était tout jambes. Ce défaut de proportion donnait à son buste quelque chose de difforme. Brune de teint, les cheveux noirs et durs, les sourcils très fournis, les yeux ardents et encadrés dans des orbites déjà charbonnées, la figure arquée, comme un premier quartier de lune, et dominée par un front proéminent. Elle offrait la caricature de sa mère, l'une des plus belles femmes du Portugal. La nature se plaît à ces jeux-là. On voit souvent dans les familles une sœur d'une beauté surprenante et dont les traits offrent chez le frère une laideur achevée, quoique tous deux se ressemblent.
Clotilde avait sur sa bouche excessivement rentré, une expression de dédain stéréotypée. Aussi ses lèvres dénonçaient-elles, plus que tout autre trait de son visage, les secrets mouvements de son cœur, car l'affection leur imprimait une expression charmante, et d'autant plus remarquable que ses joues trop brunes pour rougir, que ses yeux noirs toujours durs ne disaient jamais rien. Malgré tant de désavantages, malgré sa prestance de planche, elle tenait de son éducation et de sa race un air de grandeur, une contenance fière. Enfin, tout ce qu'on a nommé si justement le « je ne sais quoi », peut-être dû à la franchise de son costume, et qui signalait en elle une fille de bonne maison. Elle tirait parti de ses cheveux, dont la force, le nombre et la longueur pouvaient passer pour une beauté. Sa voix, qu'elle avait cultivée, jetait des charmes. Elle chantait à ravir. Clotilde était bien la jeune personne dont on dit « elle a de beaux yeux » ou « elle a un charmant caractère ». À quelqu'un qui lui disait à l'anglaise « votre grâce », elle répondit « appelez-moi votre minceur ». « Pourquoi n'aimerait-on pas, ma pauvre Clotilde ?» répondit la duchesse à la marquise. « Savez-vous ce qu'elle me disait hier ? Si je suis aimée par ambition, je me charge de me faire aimer pour moi-même. » Elle est spirituelle et ambitieuse. Il y a des hommes à qui ces deux qualités plaisent. Quant à lui, ma chère, il est beau comme un rêve, et s'il peut racheter la terre de Rubempré, le roi lui rendra. Par égard pour nous, le titre de marquis, après tout, sa mère est la dernière Rubempré. « Pauvre garçon, où prendra-t-il 1 million ?» dit la marquise. « Ceci n'est pas notre affaire, » reprit la duchesse, « mais à coup sûr, il est incapable de le voler. Et d'ailleurs, nous ne donnerions pas Clotilde à un intrigant, ni à un malhonnête homme, fût-il beau, fût-il poète et jeune, comme M. de Rubempré. »« Vous venez tard ?» dit Clotilde en souriant avec une grâce infinie à Lucien. « Oui, j'ai dîné en ville. »« Vous allez beaucoup dans le monde depuis quelques jours ?» dit-elle en cachant sa jalousie et ses inquiétudes sous un sourire. « Dans le monde ?» reprit Lucien. « Non. J'ai seulement, par le plus grand des hasards, dîné toute la semaine chez des banquiers, aujourd'hui chez Nucingen, hier chez du Tillet, et avant-hier chez les Keller. » On voit que Lucien avait bien su prendre le ton de spirituelle impertinence des grands seigneurs. « Vous avez bien des ennemis ?» lui dit Clotilde en lui présentant, et avec quelle grâce, une tasse de thé. « On est venu dire à mon père que vous jouissiez de 60 000 francs de dette, que d'ici à quelque temps vous auriez Sainte-Pélagie pour château de Plaisance. Et si vous saviez ce que toutes ces calomnies me valent, tout cela tombe sur moi. Je ne vous parle pas de ce que je souffre, mon père a des regards qui me crucifient, mais de ce que vous devez souffrir, si cela se trouvait, le moins du monde. Ne vous préoccupez point de ces niaiseries. Aimez-moi comme je vous aime et faites-moi crédit de quelques mois, répondit Lucien, en replaçant sa tasse vide sur le plateau d'argent ciselé. Ne vous montrez pas à mon père. Il vous dirait quelque impertinence, et comme vous ne le souffririez pas, nous serions perdus. Cette méchante marquise d'Espard lui a dit que votre mère avait gardé les femmes en couche et que votre sœur était repasseuse. Nous avons été dans la plus profonde misère, répondit Lucien, à qui des larmes vinrent aux yeux. Ceci n'est pas de la calomnie, mais de la bonne médisance. Aujourd'hui, ma sœur est plus que millionnaire et ma mère est morte depuis 2 ans. On avait réservé ces renseignements pour le moment où je serais sur le point de réussir ici. Mais qu'avez-vous fait à Madame d'Espard ? J'ai eu l'imprudence de raconter plaisamment chez Madame de Sérisy, devant messieurs de Beauvant et de Granville, l'histoire du procès qu'elle faisait pour obtenir l'interdiction de son mari, le marquis d'Espard, et qui m'avait été confié par Bianchon. L'opinion de monsieur de Granville, appuyée par Beauvant et Sérisy, a fait changer celle du garde des Sceaux. L'un et l'autre, ils ont reculé devant la gazette des tribunaux, devant le scandale, et la marquise a eu sur les doigts dans les motifs du jugement qui a mis fin à cette horrible affaire. Si monsieur de Sérisy a commis une indiscrétion, qui m'a fait de la marquise une ennemie mortelle, j'ai gagné sa protection.
celle du procureur général et du comte Octave de Bauvan, à qui Madame de Sérisy a dit le péril où il m'avait mis en laissant deviner la source d'où venaient leurs renseignements. Monsieur le marquis d'Espard a eu la maladresse de me faire une visite en me regardant comme la cause du gain de cet infâme procès. « Je vais nous délivrer de Madame d'Espard, » dit Clotilde. « Comment ?» s'écria Lucien. « Ma mère invitera les petits d'Espard, qui sont charmants et déjà bien grands. Le père de ces deux fils chanteront ici vos louanges. Nous sommes bien sûrs de ne jamais voir leur mère. Clotilde, vous êtes adorable, et si je ne vous aimais pas pour vous-même, je vous aimerais pour votre esprit. » « Ce n'est pas de l'esprit, dit-elle, en mettant tout son amour sur ses lèvres. Adieu, soyez quelques jours sans venir. Quand vous me verrez à Saint-Thomas d'Aquin, avec une écharpe rose, mon père aura changé d'humeur. Vous avez une réponse collée au dos du fauteuil sur lequel vous êtes. Elle vous consolera peut-être de ne pas nous voir. Mettez la lettre que vous m'apportez dans mon mouchoir. » Cette jeune personne avait évidemment plus de 27 ans. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.